Je voudrais donner maintenant la parole à Pierre Heymann, dont vous avez entendu qu'il était le cofondateur de cette organisation extrêmement importante pour l'Ukraine, pour leur liberté et pour leur liberté et la nôtre, qui fait un travail sur les enfants ukrainiens depuis bien longtemps. Moi, j'ai vu, grâce à l'association pour l'Ukraine, cette vidéo que vous avez tournée avec l'écrivain Luc Lévy, qui a fait un livre sur les enfants kidnappés, un roman. Voilà, vous faites des pétitions, vous rendez visible quelque chose qui est caché. Donc, on est content de vous avoir avec nous, Pierre. Merci Antoine. Moi, je suis très content d'être là et de cette initiative prise sous la direction du MAE, parce que je pense que la question des enfants ukrainiens, elle a une dimension humanitaire qui est évidente, tout le monde le dit, qui est incroyable, même, bon, on va sortir beaucoup d'anecdotes, mais elle a surtout une dimension, pas surtout, elle a aussi une dimension politique extrêmement importante. L'issue de cette guerre, alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée qu'il y aura un cessez-le-feu et qu'ensuite ça mettra du temps sur les enfants, c'est une hypothèse. Je ne sais pas s'il faut la prendre comme ça, parce que je pense que la déportation, je pense et je crois que nous l'avons prouvé, la déportation des enfants ukrainiens et la russification de centaines de milliers d'autres enfants ukrainiens qui sont dans les territoires occupés est une des clés de compréhension de la guerre menée par Vladimir Poutine. Alors, je voudrais dire que nous avons été actifs sur cette question-là quand on l'a vu bizarrement en avril 2022 dans une déclaration du président Zelensky, parmi beaucoup d'autres choses, et on s'est dit il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se jouer ici. Et médiation à ce moment-là, il n'y avait pas, il y avait une nécessité au contraire de médiatisation. Il y avait une nécessité de faire connaître, de comprendre, même pour nous-mêmes, et d'expliquer ça. C'est pourquoi nous avons été à l'origine de la première déclaration publique dans la presse occidentale, dans les faits dans une tribune dans Le Monde le 1er août 2022, puis par la première conférence de presse internationale menée avec le gouvernement ukrainien sur la question de la déportation des enfants en septembre 2022, quand personne n'en parlait. Il y avait eu, je crois, la veille, une dépêche d'Associated Press qui mentionnait les déportations d'enfants, mais c'était la veille de notre conférence de presse. Et donc, à ce moment-là, il y a quelque chose qui apparaissait, qui était l'étendue de ces déportations, qui était le fait que c'était visiblement très important pour le système russe, mais on ne comprenait pas complètement pourquoi. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, on a fait certes une pétition dans les différentes langues européennes qui a recueilli plus de 300 000 signatures, mais c'est pas qu'une pétition allait libérer les enfants, c'était un effort de médiatisation et de faire comprendre. Et puis, nous avons entamé un travail de documentation à partir des sources ouvertes russes, parce qu'à ce moment-là, les Russes parlaient très librement, sur Telegram, sur Vcontact, sur tout leur réseau, de ce qu'ils étaient en train de faire, qui était, pour la grandeur de la Russie, quelque part, sauver les enfants de la guerre et en faire des Russes, parce que fondamentalement, les Ukrainiens sont des Russes, selon la Russie. Et donc, il y avait quelque chose comme ça, on pouvait trouver énormément d'informations. Et on a fait ce travail. On a, je dois dire, d'ailleurs été aidé par certains amis russes opposants, comme l'association d'Olga, qui en parlera tout à l'heure, parce que c'était beaucoup d'informations en russe à traiter. Et ça nous a permis de déposer, à la fin de l'année 2022, un dossier à la Cour pénale internationale. Alors, c'est pas la Cour pénale internationale pour la Cour pénale internationale, c'était pour l'effet de montrer le crime qui était en train de se produire et qui en était à l'origine. Et il y avait, à ce moment-là, parce qu'on a fait une deuxième enquête, j'en parlerai, il était très clair qu'il y avait Maria Lvova-Belova, cette déléguée aux droits de l'enfance en Russie, cette commissaire aux droits de l'enfance, et Vladimir Poutine. Et on a même trouvé des textes où Maria Lvova-Belova dit à Vladimir Poutine vous êtes mon supérieur, il y a des obstacles juridiques à lever pour ces enfants que l'on a commencé à prendre, et Vladimir Poutine, mais je vais les lever, et effectivement, c'était la possibilité pour que ces enfants ukrainiens puissent, tout d'un coup, changer de nom, de situation, et avoir un passeport russe, et c'est ce qui s'est largement pratiqué. Donc, nous avons déposé ce dossier, vous savez qu'il y a eu des mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, mais sur ce plan, et c'est très important, pour comprendre ce qui se passe, nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous avons fait une deuxième enquête qui a abouti l'an dernier et qui a montré l'étendue absolument systémique de ces déportations d'enfants.
Maria Lvova-Belova, c'est une personne parmi beaucoup d'autres, impliquée complètement au cœur de ces déportations, dans un système qui était prévu, qui était organisé avant l'intervention russe, avant l'agression russe. Autrement dit, il faisait partie de la structure de cette intervention. C'est pas surprenant parce que en 2014, en Crimée, la Russie avait déjà aussi russifié, déporté les enfants, fait adopter, avait fait tout ce type de choses-là. Mais là, il nous est apparu dans cette enquête que quelque chose de très puissant était organisé. Fondamentalement, peut-être aussi organisé que peut l'être l'armée russe. Et on a montré dans cette deuxième communication que tout l'état-major de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, niveau N, niveau N-1, niveau N-2, sont tous impliqués dès avant l'agression de 2022 et ensuite pendant la guerre, et depuis ce moment-là, sont tous impliqués dans ce système d'accaparement d'enfants, dans ce système de vol, d'accaparement, de rapt, il n'y a pas tellement d'autres mots, et ça s'étend aussi aux gouverneurs des régions. Alors on sait qu'il y a eu tout cet effort à un moment donné de faire adopter un certain nombre d'enfants qui avaient été soit venus d'institutions, soit dont les parents étaient morts, on dit qu'il y a à juste titre plusieurs catégories, et puis on sait que ça n'a pas tellement marché. Dans la plupart des cas, les familles russes qui étaient très contentes au début d'accueillir avec des gros nounours des enfants ukrainiens que Madame Lvova-Belova leur présentait, ils les ont rendus au gouvernement russe en disant « mais ils sont complètement traumatisés vos enfants ». Ben voyons. Et donc cette situation-là, c'est ça qui est en train de se passer. Et effectivement, depuis, ils ont tendance... Alors, j'ai pas de données, de chiffres précises ici, mais ils ont tendance, tous ces enfants qu'ils ont déportés ou qu'ils ont pris, à les mettre à leur tour dans des institutions. Quand les enfants ont plus de 14-15 ans, ce sont des institutions paramilitaires. On fait du sport, mais on fait de l'entraînement militaire. Et ce sont des enfants qui sont voués à être retournés contre l'Ukraine sur le front, et compte tenu de la, façon de procéder de l'armée russe, fondamentalement à servir de chair à canon. Ça, c'est pour les garçons. Pour les filles, peut-être sont-elles vouées à faire des petits Russes. Donc, cette situation-là, elle est vraiment quelque chose de systémique. J'en donne un autre exemple qui, moi, quand je l'ai découvert dans l'enquête que nos amis de l'association faisaient, j'ai dit, mais c'est pas possible. Eh bien, c'est l'implication, c'est pour ça que quand tu parlais tout à l'heure du patriarcat russe, c'est l'implication de Kirill, c'est l'implication du patriarche, c'est l'implication du système religieux russe. Je ne dis pas qu'il ne puisse pas y avoir des prêtres qui ne sont pas du tout là-dedans, c'est pas le problème, mais c'est une implication très profonde. Kirill, il est directement impliqué dans les dossiers que nous avons remis à la CPI, nous avons, deuxième enquête, transmis des preuves, il est directement impliqué dans ces déportations. D'ailleurs, Maria Lvova-Belova et Anna Kuznetsova, qui est une de ses pères dans cette affaire, étaient toutes deux mariées à des prêtres orthodoxes. Lvova-Belova a divorcé depuis, mais elle s'est remariée, mais enfin, on voit qu'il y a une espèce de système extrêmement profond. Donc, une fois qu'on comprend la nature ici de ce qui est en jeu derrière, on comprend que dans les négociations en cours sur un hypothétique, et je ne sais pas s'il faut mettre combien de tonnes de guillemets il faut mettre autour de ça, cessez-le-feu, on comprend que cette question des enfants est très importante, parce que c'est pas des enfants qui ont été pris accidentellement ou même volontairement qui, à un moment donné, pourraient être rendus, embrassons-nous Folleville, voici vos enfants, on vous les rend. C'est quelque chose de profond dans le système. Pourquoi ? Parce que c'est lié à la négation de l'identité ukrainienne. C'est lié au fait de dire il n'y a pas d'Ukraine, il n'y a qu'une partie de la Russie. C'est lié à ce fameux truc de Staline en 1932, au moment du Holodomor, tout d'un coup effaré, nous sommes en train de perdre l'Ukraine parce qu'il sentait que l'Ukraine ne marchait plus, y compris communiste ukrainien, dans le système russe, et il les a génocidés. Et Volodymyr a eu raison de dire qu'il y a quelque chose de génocidaire ici. Alors, le mot est extrêmement dévoyé aujourd'hui, il faut faire attention. Mais dans la Convention pour la prévention des crimes de génocide, dans le statut de Rome, la déportation d'enfants est considérée comme un acte génocidaire. Et je vais plus loin, je pense que ça s'inscrit dans une guerre qui globalement est génocidaire, dans une guerre où les viols de civils, femmes et hommes, les viols de prisonniers, les tortures de prisonniers, évidemment, ce sont en soi pas des actes génocidaires. C'est horrible de dire ça, mais les viols de Boutcha et d'Irpin ne sont pas des actes génocidaires, c'est des crimes contre l'humanité. Mais pris dans un ensemble, comme ça, avec les destructions,
avec la spoliation des biens culturels. Nous avons fait une nouvelle enquête auprès de la CPI sur le vol systématique dans les musées ukrainiens des biens ukrainiens. On comprend, comme le disait Raphaël Lemkin, qui est celui qui a conçu le crime de génocide, et ça, c'est vrai, c'est pas dans la Convention pour la prévention et c'est pas dans le statut de Rome, mais lui, il disait, ce qui compte, c'est la dimension holistique du crime, la dimension globale holistique. Voilà, ça c'est pour, je dirais, l'essentiel du travail que nous avons fait. Et je voudrais juste terminer malgré tout sur une note positive, une note d'espoir à ma façon, qui est la suivante. Pendant toute cette période-là, je ne voyais pas dans les négociations diplomatiques, dans les prises de parole, je parle des années 22, 23, 24, je ne voyais pas vraiment les États européens ou américains prendre vraiment position sur cette question des enfants. Il y a deux petites exceptions, comme ça, en Europe de l'Ouest, en tout cas, qui ont marqué. C'est Annalena Baerbock, la ministre, à l'époque, des Affaires étrangères d'Allemagne, qui a été la première responsable gouvernementale, à ma connaissance, en Europe de l'Ouest, à dire, c'était en 23, à dire « Attention, il se passe quelque chose de terrible, ces déportations ». Et ça a été le président Emmanuel Macron, au Conseil de l'Europe, qui a fait une prise de position. Alors, il n'en a pas tellement reparlé après, mais il est le premier chef d'État, pour ma part, à avoir dit « il faut rendre les enfants ». C'était au Conseil de l'Europe, je pourrais retrouver la date. Donc, Annalena Baerbock, c'était en janvier 23, et Macron, c'était en mai 23, au Conseil de l'Europe, à Reykjavik. Donc, pendant toute cette période, on ne voyait pas grand-chose se passer. Et puis, bizarrement, dans le contexte complexe, difficile pour l'Ukraine, un contexte inégal, insupportable, qui a été imposé dans le début de ces négociations à l'Ukraine. On a vu à Riyad, tout d'un coup, rappelez-vous ce rendez-vous à Riyad avec Marco Rubio qui a eu à ce moment-là, on a vu la question des enfants tout d'un coup ressurgir. Et ça, c'est un espoir extraordinaire pour les enfants, pour la réalité et la solution du problème, parce que ça veut dire que c'est intrinsèquement lié à ça. Et ça n'a pas disparu. Alors il y a la lettre, certes timorée, mais c'est pas le problème, la lettre de Melania Trump à Poutine, qui est arrivée, qui est importante, parce que c'était, oui, c'est important, c'est un point important. Et puis on a vu au sommet de Washington, réaffirmé, évidemment par le président Zelensky, par, je crois que c'était Emmanuel Macron et Frédéric Merz, et par Ursula von der Leyen, la question des enfants. C'est très important parce que il ne faut pas, et ça c'est vraiment notre compréhension à nous, je terminerai là-dessus, de toute cette affaire, il ne faut pas dissocier la dimension humanitaire de la dimension diplomatique. Je ne sais pas si certains d'entre vous se destinent une carrière diplomatique, mais dans un certain nombre, évidemment, il y a une dimension humanitaire, il y a une dimension diplomatique, mais elles ne doivent pas être dissociées. D'un certain point de vue, je m'excuse de parler philo ici, c'est un problème philosophique. Le mal, M majuscule AL, n'est pas quelque chose qui peut être évacué des négociations politiques, diplomatiques. Les intellectuels ukrainiens nous l'ont rappelé il y a quelques mois, en janvier, je crois, en disant « Ne cherchez pas à apaiser le mal ». Je conclue là-dessus en disant « C'est la tâche de la diplomatie de dire « Non, 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 il n'y a pas que le cessez-le-feu. Pour le cessez-le-feu, il faut rendre les enfants. » Et évidemment, on comprend, ce sont mes mots de conclusion, je pense que c'est là la difficulté. C'est quasiment insupportable pour Poutine. Ça veut dire la négation de l'action idéologique qui est entreprise. Ça veut dire que des centaines, voire des milliers de personnes en Russie ont travaillé pour quelque chose qui est nié par la communauté internationale, qui est refusé, qui est un crime. Cette affaire est très 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 lourde. Elle n'est pas qu'humanitaire. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Vous avez compris, le rôle des ONG, c'est effectivement partie de cette association pour l'Ukraine, ce dossier qui a été fait, qui a été envoyé à la Cour pénale internationale, et qui fait qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine ne peut pas circuler librement dans le monde. D'une certaine façon, Pierre Rehman a empêché à Vladimir Poutine de circuler dans plus de 150 pays dans le monde. C'est beaucoup sur mes épaules, et puis je ne suis pas tout seul. Bref.